Dans cette vidéo, nous allons analyser le fonctionnement du volet patrimoine de la fenêtre dossier. Dans le haut de la fenêtre, vous avez deux champs dans la partie jaune, situation patrimoniale et logement, qui vont donner un profil général au dossier. Vous saisissez si les emprunteurs sont locataires, hébergés ou propriétaires, avec plusieurs types de propriétés. Donc accession à propriété, ça veut dire qu'il y a encore des dettes sur la résidence principale, ou propriétaire, ça veut dire qu'il n'y a plus de dettes sur la résidence principale. Là, on va dire qu'ils sont locataires, qui louent un appartement. Alors le type de logement est important, car c'est un critère pour certains nombres d'octrois bancaires, un critère favorable si le logement est considéré comme un logement pérenne, maison, appartement, ou défavorable si c'est un logement considéré comme un logement précaire, hôtel, péniche, caravane, meublé. Entre les actifs et les dettes, vous devrez toujours saisir les dettes en premier et les actifs en dernier. Pourquoi? Car à chaque ligne d'actifs peuvent être affectées des dettes, des revenus ou des charges. Donc, il faut créer les actifs en dernier. Pour ajouter une ligne de dette, toujours le même système, vous cliquez sur le bouton plus, qui rajoute une ligne avec un certain nombre de champs. Vous commencez par définir le type de dette. En haut, vous avez les crédits et en bas, les autres types de dettes. Alors, supposons qu'il s'agisse d'un prêt immobilier. Alors, regardez bien, le champ type de crédit a clignoté, vous incitant à en vous incitant à double-cliquer dans ce champ afin d'ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de caractériser, c'est-à-dire de donner toutes les caractéristiques de ce prêt. Ce prêt peut être soit un prêt classique, donc avec une échéance fixe, prêt amortissable échéance fixe, peut également être un prêt à palier, avec un certain nombre de paliers de nombre indéterminé, des prêts avec différé d'amortissement ou différé total ou des crédits relais. Vous avez toute la panoplie possible, sachant qu'un crédit in fine, en fait, c'est un crédit à différé total dont la période d'amortissement ne serait que de une période. Une autre solution plus simple et qui peut vous suffire pendant dans 80% des cas pour définir une dette crédit amortissable, ce serait simplement de rentrer ici le capital restant dû. On va commencer comme ça. Par exemple 8500 euros, une mensualité de 350 euros par mois jusqu'au par exemple 15 septembre 2020. En cliquant à l'extérieur de cette ligne, c'est en sortant de la ligne de saisie, par exemple en cliquant sur un autre champ, ici, vous vous rendez compte que là, vous n'avez pas eu de fenêtre d'alerte. Ça veut dire que les données que vous avez rentrées, le capital restant dû, la mensualité et la date sont cohérentes, mais remarquez ici qu'un taux effectif global a été calculé. Là, j'ai rentré absolument n'importe quoi puisque je n'avais pas de document réel sous les yeux, ou je n'étais pas en train de discuter avec un client. Et les données que j'ai rentrées me donnent un taux effectif global de 36,24%, ce qui est bien sûr beaucoup trop. Donc là, je vais diminuer par exemple la mensualité pour avoir un taux plus réaliste. Alors, le fait que ces champs ne soient pas de simples champs de saisie, mais qu'il y ait derrière un calcul immédiat actuariel de cohérence des valeurs données vous permet, au cours d'un entretien téléphonique avec un client, de valider plus ou moins ce qu'il vous raconte. Vous remarquez qu'en ayant simplement saisi ces trois champs, capital restant dû, mensualité et date de fin, l'application a considéré qu'il s'agissait d'un crédit classique, c'est-à-dire un crédit amortissable, sans palier, sans différé, à mensualité constante. Si vous double-cliquez maintenant sur le champ, eh bien, vous retrouvez ici en mode reconstitution, je vais y revenir, les trois éléments que vous avez rentrés, c'est-à-dire le capital restant dû, le montant et la date de fin. Puisque l'application, à partir de ces trois seuls éléments, a reconstitué, si vous voulez, les éléments d'un crédit classique qui aurait démarré
à la date d'aujourd'hui, ou plus exactement au 1er du mois prochain. Donc le capital restant dû deviendrait le capital initial. La date de début du prêt deviendrait le 1er du mois prochain. Le taux serait le taux effectif global qui vient d'être calculé. Et la durée, ce serait le nombre de mois ici entre la date de fin que vous avez indiquée et le 1er du mois prochain. Rentrons maintenant à un second prêt qui pourrait être plus compliqué. Vous pouvez tout à fait, dans des situations diverses, rencontrer des clients qui ont des prêts beaucoup plus compliqués. Par exemple, des prêts avec différé, cas typique le prêt à taux zéro, ou des prêts à palier. Alors, rentrons un autre crédit immobilier. Alors ici, j'ai mon petit clignotement de 2 fois dans le champ type crédit qui m'incite à double-cliquer pour que ma fenêtre de saisie crédit s'ouvre. Alors là, je suis, vous voyez, en mode sur un taux, sur un prêt par défaut classique, je suis en mode définition initiale connue. Ça, si jamais vous avez le tableau d'amortissement ou le contrat initial de prêt, vous connaissez tous les éléments, c'est la date de début, le capital initial, le taux, la durée totale. Alors, supposons que je rentre maintenant ces éléments, un prêt par exemple qui aurait démarré le 15 juin 2010, capital initial de 200 000 euros, 2010 on va dire un taux de 3,5%, sur une durée totale de 15 ans, 180 mois. Regardez bien, en appuyant sur le bouton calculer, ça vous recalcule automatiquement la mensualité du prêt hors assurance. Si vous voulez inclure l'assurance, il faudra modifier le taux pour mettre le taux effectif global. Ça vous calcule le capital restant dû au premier du mois prochain et la date de fin. Si vous validez, voilà, vous avez rentré un nouveau prêt. Rentrons une nouvelle ligne de dette. Alors là, ce ne sera pas un crédit, mais ce serait par exemple un découvert à la banque. Alors là, vous voyez que les champs ici se simplifient. Découvert à la banque, il suffit de dire qui a ce découvert, sur quelle banque, et le montant du découvert. Par exemple, un découvert de 1200 euros. Voilà, vous savez tout sur la manière de saisir des dettes. Là, petit rappel, on l'avait déjà vu dans d'autres fenêtres, notamment pour les revenus et charges. Le détenteur, c'est qui est le détenteur du prêt. Alors, c'est l'emprunteur ou le co-emprunteur. Alors, si c'est le ménage, mettez indifféremment emprunteur ou co-emprunteur. Et l'affectation banque, ça veut dire sur quel relevé bancaire on va voir passer les flux. Voilà, organisme, et ici vous mettez, si c'est un prêt qui a été fait par exemple par le Crédit Agricole, vous choisissez dans la liste Crédit Agricole et vous pouvez saisir ici un autre organisme si par extraordinaire vous ne le trouvez pas dans la liste. Voilà, et ça ce serait un autre crédit immobilier fait par exemple par la Société Générale. Qu'il faut trouver. SGO. Voilà, Société Générale. Et ici, vous pourrez noter la référence du crédit quand vous aurez les documents. Petit détail, la fenêtre étant modulable en largeur, le champ référence s'élargit au fur et à mesure que vous élargissez votre fenêtre. Voilà, là on a vraiment fait le tour de la saisie des dettes. Alors la saisie des actifs, c'est exactement le même principe. Vous cliquez sur plus pour saisir, pour ajouter une ligne d'actifs qui ressemble beaucoup aux lignes de dette, sauf qu'il y a des couleurs en plus dont nous allons voir la signification. Vous commencez toujours par caractériser le type
d'actifs, comme tout à l'heure on a caractérisé le type de dette. Alors il y a en haut vous avez les actifs mobiliers, en bas les actifs immobiliers. Alors supposons qu'il s'agisse d'ici d'une maison individuelle. Dans ces cas-là, on ne sera plus locataire, mais on sera... Oui, alors ça c'est intéressant. Regardez, là j'ai voulu sortir de la ligne avant d'avoir saisi un montant. Donc l'application me rappelle à l'ordre, l'application a horreur des lignes vides. Donc je clique sur le bouton oui pour rentrer dans la ligne et saisir ma ligne. Donc une maison individuelle, un actif, vous mettez sa valeur, ce serait une maison par exemple de 350 000 euros. 350 000 euros. L'IBD, vous faites la petite description, ou enfin, vous donnez un libellé à cet actif qui sera utilisé plus tard par la génération automatique de la note de synthèse. Voilà, vous indiquez qui est le propriétaire, la destination, et bien c'est la résidence principale. Et alors si vous dites que ils sont propriétaires d'une maison individuelle avec sa résidence principale, ils ne peuvent plus être locataires, ils sont en accession à la propriété. Alors pour accession à la propriété, parce que regardez, je vais dire que ce prêt immobilier, le prêt immobilier de la Société Générale, est le prêt qui a financé la maison. Donc il faut affecter ce prêt immobilier à la maison. Et regardez, c'est ici où vous faites les affectations. L'affectation, c'est au propriétaire. Vous allez affecter, vous pouvez affecter des revenus, des charges ou des dettes. Alors vous cliquez sur le bouton dette, une fenêtre s'ouvre et vous retrouvez la liste des dettes que vous avez saisies en dessous et vous affectez le bon prêt à la maison. Vous cliquez et ici vous voyez CRD affecté, capital restant dû affecté à la maison, 118 285 euros, c'est-à-dire le capital restant dû du crédit que vous avez saisi, et l'application pourra calculer toute seule donc la valeur de l'actif net. Voilà, saisissons un autre actif qui serait lui un actif mobilier. Par exemple, voilà, il y a un contrat d'assurance vie sur lequel le couple possède 55 000 euros. Contrat d'assurance vie, puis vous pouvez indiquer le nom de la compagnie d'assurance. Oui, important pour les actifs mobiliers, si l'actif est détenu en dehors de France, vous cliquerez ici, parce que cette notion est utilisée par certaines banques. Voilà, je vais pas parler encore des garanties. Alors s'il existe une garantie, s'il y a un CRD affecté, le client vous dira s'il y a une hypothèque sur la maison. Cette garantie, soit il n'y a aucune garantie sur la maison, ou alors c'était une caution du crédit logement ou d'un tiers, ou une garantie hypothécaire. Là, supposons que c'est une garantie hypothécaire, vous notez ça comme ça. Garantie nouvelle, c'est SCI et vente, c'est pas ici que ça se gère, nous le verrons plus tard dans l'onglet projet. Voilà, là j'ai décrit entièrement le patrimoine de mon couple. Ils sont en accession à la propriété. Alors du coup, c'est plus un appartement, maintenant ils habitent une maison individuelle d'une valeur de 350 000 qu'on a baptisée la maison de Saint-Rémy. Ils possèdent par ailleurs un contrat d'assurance vie. Sur la maison individuelle, il reste un CRD affecté de 118 285 euros qui correspond au prêt immobilier de la Société Générale et qui est prélevé sur le compte, on va mettre Banque Populaire. C'est-à-dire que la Société Générale ne doit pas être contente parce qu'elle a un prêt sec sans domiciliation bancaire. Voilà, écoutez, nous avons terminé d'analyser le fonctionnement du volet patrimoine de la fenêtre dossier. Informations complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler.